Look, up in the sky. It's a bird. It's a plane. No, it's SupermanHomepage.com, the #1 Superman fan site in the world. SupermanHomepage.com, covering the world of Superman from the 1930s to today. News, reviews, rumors, and reports. SupermanHomepage.com for all your Superman comics, TV shows, movies, cartoons, radio shows, and more. Everything you ever wanted to know about the Man of Steel and more. SupermanHomepage.com. Thanks, Superman Homepage, for all the support over the years. I really appreciate it. I'm Matt Balmer, the voice of Superman and Superman Unbound, and this is the Superman Homepage. Right here on Superman Homepage. Salut mon Miko, comment vas-tu? Allez, Captain Morpheus, ça y est, c'est bon, les pubs sont terminées. Les pubs sont terminées, ça y est. Hein, quoi que. Hey, salut YouTube, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle première séance. Je regarde des films totalement cultes que je n'ai absolument pas vus. Alors c'est parti. Oh! Ouh! Oh putain! Ah, je déteste ça! Ah, j'ai la chair de poule! Putain, il y a tout qui coule, le nez, les yeux, le cul, là. À l'époque, il y avait des sacrés foufounes, hein. J'ai l'impression que c'est pas un grand budget. Ah putain, c'est bien fait, hein. Ah, c'est mal fait. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Mon Dieu, c'est pourri. C'est bien foutu. Bla 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 bla. Voilà, très bon film. Bon, ça y est, c'est fini. Voilà, merci. Au revoir, c'est fini. Abonnez-vous à cette chaîne. Mais oui, les petits abricots d'Alabama, il est mon invité aujourd'hui parce que les autres nous ont fait défaut, il faut le dire. Abonnez-vous à la chaîne de Miko officiel. Où sont-ils? Je pense que cette génération a un peu de mal avec. Non, mais c'est là qu'on fait la distinction entre ceux qui ont l'amour inconditionnel du personnage et ceux qui aiment certaines. Tu vois? Non, mais voilà. Bon, ils ont déclaré forfait. Ils ont déclaré forfait. Et je pense que c'est pas une question de niveau. Hein, c'est une question que bon, c'est vrai que là, on va rentrer dans les films de Superman 3 et Superman 4, où il faut vraiment être hardcore fan comme nous pour se les taper, se les retaper, alors que bon, on va pas se mentir, par rapport aux deux premiers, on baisse littéralement en qualité. Hein, mais pourtant, hein, on va parler aujourd'hui de Superman 3. Si on ne juge que la qualité, les Superman, ça fait comme ça en fait, du premier qui est top, et c'est de moins en moins bien au fur et à mesure des épisodes. Sauf que, il y a l'affect qui parle, ouais. Et que moi, c'est un film que j'adore. Ben ouais, et finalement, moi, c'est vrai que quand moi, mon préféré reste le 2. Le mash-up, il faudrait le faire un jour, hein, qu'on trouve un monteur qui nous fasse un mash-up, Richard Lester, Richard Donner, pour qu'on ait l'ultimate cut de Superman 2. Ça reste quand même un de mes préférés, mais tout de suite après, il y a le 3, quoi. Le 3. Alors, le 3, c'est parce qu'effectivement, le 3, j'ai 5 ans à ce moment-là. Toi, t'as 7 ans. Donc, c'est le premier Superman que je vois au cinéma, déjà. Et c'est quand même, ce qui est incroyable, c'est que bon, je pense que je l'ai enregistré avec mon cerveau et mon cœur d'enfant. Parce que là, je le vois au cinéma, je vois Christopher Reeve voler. Je me souviens de ce comics qu'avait mon cousin, justement. Et dans la page centrale, il y avait tout un article sur le film à sortir. Et ça m'avait hypé déjà à l'époque, ce petit article, là, de rien du tout. Ouais, il faut rappeler que nous, à l'époque, on n'avait pas Internet. C'était les magazines, il fallait se renseigner sur de l'écrit, quoi. Mais carrément. Et c'est vrai que par rapport à ça, ben là, on va vous faire une émission vraiment fan de sur ce film, parce qu'on n'a pas de caution cinéma. Actu Ciné nous a aussi. Il a dit, ouais, je reviendrai pour Superman Returns. Tu vois, les jeunes, hein, quand ça sort de leur zone de confort, ils ont du mal. C'est ça la jeunesse.
Donc, ce Superman Movie aura le goût de la nostalgie, aura le goût de la fanitude extrême. Hein. Nous sommes objectifs en rien dans ce que nous allons dire. Rien du tout. Et on se cache pas. Et on se cache pas, on assume complètement. Et d'ailleurs, comme je vous dis, on vous emmerde. Si ça vous plaît pas, la petite croix rouge, ou vous amenez votre maman. Mais sinon, sur le coup, nous, voilà. Là, on est sur Superman 3. Donc, Superman 3, toi, ton premier souvenir du film, donc tu présumes que tu l'as vu au cinéma aussi quand tu étais petit. Alors, Superman 3, je l'ai vu au cinéma. J'ai une anecdote, je l'ai vu avec mon oncle, le frère de mon père. Et il se trouve que au cinéma, avant que le film commence, comme souvent, il y a beaucoup de pubs, de bandes annonces. Donc, j'en ai profité pour aller aux toilettes. J'étais gamin. Hein. Et il faut savoir qu'une fois que je suis arrivé aux toilettes, c'était les toilettes publiques, donc on était plusieurs, la porte s'est coincée. Donc, impossible de sortir. Et je commençais un petit peu à être en panique, légèrement. Et là, tu as un adulte qui a vu que j'étais un peu en panique, qui a essayé de me rassurer, qui m'a dit « T'inquiète pas, petit, tout va bien. T'es venu voir quel film ?» Je dis « Je suis venu voir Superman 3. » Et il m'a dit « T'inquiète pas, Superman va venir nous sortir de là. » C'était une connerie, mais tu vois, c'était pour me rassurer. Et franchement, ça a marché, quoi. Ça a marché nickel. La porte s'est décoincée. J'ai pu retourner en salle et découvrir ce chef-d'œuvre cinématographique sur grand écran. Tout à fait. Tout est bon, il n'y a rien à jeter. Nous sommes à la quintessence du génie cinématographique. Tout à fait. Les plans, les contre-plans, l'humour potache, tout est bon. Rien n'est à jeter. Je vous le dis, aujourd'hui, c'est fan 2. Non, mais c'est vrai qu'on est sur un film qui fait vraiment une rupture avec les autres. Là, on est purement sur une comédie. C'est une comédie dès le début, dès le générique, ça s'axe autour de la comédie. On n'est plus du tout sur ce générique grandiloquent, flamboyant, avec ces lettres qui arrivent. Avec toujours un retour à Krypton, ce côté extraterrestre. Et c'est vrai que on voit que c'est une comédie, mais quasiment dès le casting. C'est-à-dire que ce soit Gavan Orly ou que ce soit la tête d'affiche Richard Pryor, on sait qu'on va voir du rire. On va voir. On va rigoler. C'est pas. On va se marrer et ça commence dès l'intro. Dès l'intro, c'est une espèce de suite de gags, un peu en effet domino. Alors je sais pas parce que je sais pas la version que j'ai, mais moi l'intro c'est justement on voit Richard Pryor donc il joue Auguste Gorman. Ah oui, ça c'est le tout début. Tout début, on est à la NPE quoi en gros. Il vient chercher ses ACDI. On est au Pôle emploi et en gros le gars on comprend que bon c'est pas un grand bosseur quoi. Ouais, c'est pas un grand bosseur et surtout, voilà, il représente un peu l'Amérique moyenne américaine des années 80. Donc, c'est vrai que déjà au casting, on a donc ce Richard Pryor qui a déjà un grand passé de stand-upper, de comique aux États-Unis, qui est le comique du moment en plus à cette époque. Très très drôle, hein, même devant Eddie Murphy le dit lui-même, hein, et je suis un enfant de Richard Pryor. Donc voilà, et donc le film commence par Richard Pryor qui est à la tête d'affiche et on le voit donc en train de venir chercher son chèque des acédiques et il ne peut rien toucher parce qu'il n'a pas fait le nécessaire et là il tombe sur une carte pour se faire embaucher comme programmeur dans une entreprise. Et ça s'arrête, on a un cut et ça enchaîne directement vers le générique, l'introduction. Et là commence le générique rigolo. Alors là, c'est du grand n'importe quoi avec un aveugle qui fait n'importe quoi, un chien qui se balade. Il y a de tout. Il y a de la tarte à la crème, il y a des mecs qui tombent, des mecs qui se prennent des sauts sur la gueule, il y a tout. Et ce qui est très marrant, c'est que c'est un événement qui va déclencher tous les autres, en fait. C'est une espèce de réaction en chaîne. Et quand t'es gamin et que tu vois ça, c'est hyper visuel. C'est vraiment tarte à la crème et tu rigoles. Il y a même un des acteurs fétiches de Benny Hill, celui qui se prend le seau sur la tête. C'est un des de la bande. Voilà, c'est le petit de Benny Hill qui est aveugle en fait. C'est lui, non, c'est l'aveugle qui est dans le truc. C'est pas lui. Non, celui qui est dans la bande de Benny Hill, c'est l'anglais là qui se prend le seau sur la tête. Tu sais, il y a de la peinture qui tombe. Oui, je vois. Le parapluie et il se prend le seau sur la tête. C'est un visage qu'on connaît vraiment bien dans les Benny Hill. Donc déjà, voilà, ça te place dans la comédie. Non, ça s'enchaîne et c'est vrai que on voit, il y a beaucoup de comiques anglais aussi. Alors, je sais pas si c'est parce que
la plupart des Superman se sont tournés en Angleterre pour une grosse partie, et l'autre partie à New York. Donc voilà, on a je sais pas si Graham Stark, c'est pas un acteur de Monty Python plutôt. Enfin, en tout cas, on voit un enchaînement de comics, et comme c'était prévu dans le premier script de Puzo de Superman 1. C'est-à-dire que quand tu lis le premier script qui était prévu avant que Richard Donner remette un peu de sérieux dans le film, le film de Puzo, de Mario Puzo, c'était ça. C'était un enchaînement d'événements, de gags, quoi. De gags et tout. Et voilà. Donc voilà. Et c'est vrai que quand on analyse cette scène, elle nous amène donc à la catastrophe, où un gars se retrouve au-dessus donc d'une bouche d'égout, et l'eau sort et rentre dans la voiture, et il peut pas sortir de sa voiture. Donc ça aussi, c'est un peu capillotracté. Mais nous, on adore. Cette scène est magnifique parce que je trouve que tu as une des transformations les plus intéressantes. À ce moment-là, tu as Clark qui s'aperçoit de la catastrophe, qui cherche un endroit pour se changer, qui rentre dans un photomaton. Et juste à ce moment-là, tu as un gamin qui demande une pièce à sa mère pour faire une photo. Et il insère la pièce dans la fente. Et à ce moment-là, tu as 4 flashs comme ça qui commencent à briller. Tu as Superman qui sort. Donc, tu as le petit qui hallucine de voir Superman. Et avant d'aller sauver le gars, Superman dit attends, je vais quand même checker les photos. Et là, les photos, elles sont juste magnifiques. Tu as 4 portraits. Tu as Clark qui ouvre sa chemise, tu as la transformation en fait. Je sais pas si tu l'as disponible, mais Miko a les photos. Non, mais c'est incroyable. On peut faire toutes les scènes de tous les films. Miko a l'objet. Ah, ça c'est juste, un truc de fou. Je vais les montrer tout de suite. Allez, on est prêt. Voilà. On est dans le bon sens. Voilà. Il a les photos d'identité du photomaton. C'est juste incroyable. Et donc, il déchire les 3 premières, et il donne la photo au gamin. Il donne la dernière au gamin, et il garde les autres, évidemment, qui, on ne sait pas où est-ce qu'il les met parce qu'il n'a pas de poche. Mais bon, ça, c'est pas expliqué. Il les a brûlés avec ses yeux laser. Comme ça. Et donc, il va à la rescousse de cet homme-là qui lui serre la main. Et bravo, Superman! T'as Jimmy qui assiste à ça, Jimmy qui est le photographe du Daily Planet, et c'est devenu quelque chose de tellement commun de croiser Superman dans la street qu'il prend même plus le réflexe de le prendre en photo. Il est là, ouais, génial, mais il oublie quoi de faire son taf à un moment donné. Donc c'est ça qui est génial. C'est ça. Jimmy Olsen, toujours joué par Mark McClure. Toujours. Donc, voilà, Mark McClure qu'on va retrouver même dans les autres Superman. C'est incroyable. Cet acteur, il a joué dans tous les Superman. Même dans Supergirl. Oui, mais oui, il est un des personnages principaux de Supergirl aussi, quoi. D'ailleurs, on fera aussi Supergirl. D'ailleurs, je pense que NCK et David nous lâcheront aussi sur Supergirl. Je pense aussi. Et pour avoir vu une interview de lui assez récente, lui-même n'a jamais compris ce qu'il faisait dans Supergirl, en fait, puisque Superman n'est pas ou très peu cité. Il y a juste, elle dit que c'est sa cousine. On voit une affiche de Superman dans sa chambre. Mais c'est tout. Et lui ne comprenait pas ce qu'il faisait dans ses films, quoi. Mais il avoue qu'il s'est autant marré. C'est un super caméo qui fait le lien dans la quadrilogie, quoi. Et non, c'est pour ça que. Mais il a joué dans Superman Returns. Il a joué aussi dans le Snyder Cut. C'est juste incroyable, quoi. C'est vrai. C'est le flic à qui Lois amène un café avant d'aller se recueillir dans la tombe de. Le gars a joué absolument dans tous les Superman, et il a joué aussi dans Smallville. C'est un truc de fou. Mais tu vois, les caméos, c'est comme Christopher Reeve qui a également joué le professeur Swan dans les premiers épisodes de Smallville. Ouais. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir des anciennes têtes, de revoir que les gens, les acteurs reparticipent avec grand plaisir à des licences comme ça qui se perpétuent en série. Ça fait une espèce de grande famille, tu vois. Ouais, et ce qui est fou, c'est ce que je viens de me rappeler, c'est que même dans la version de Joss Whedon, parce que dans la version de Joss Whedon, il a été cuté en tant que flic, en tant que le flic à qui Lois amène ce truc-là. Ouais, mais c'est lui qui fait rentrer Ezra Miller en prison. Exactement, juste avant que celui-ci dessine des lunettes au mec suivant. Je crois que la famille Siegel et la famille Schuster ont dit vous pouvez faire des films,
La seule condition, c'est que vous mettez Mark McClure à l'intérieur. Voilà, C'est un peu le totem, tu vois. Donc, effectivement, donc, on a ce début donc un peu rocambolesque qui donne le ton du film un petit peu, et je sais pas si c'est tout de suite, bon de toute façon on fera les scènes, on verra, tu me rattraperas si je me trompe, mais après donc Clark retourne au Daily Planet, et là on a la seule scène de Margot Kidder en Lois Lane, c'est-à-dire une scène très rapide, on l'a à la fin aussi, je crois. On l'a au début et à la fin du film. On l'a au tout début et on l'a à la toute fin. Et c'est vrai que là, Margot Kidder, du coup, caméo, quoi. Elle n'est pas là. Elle est caméo, elle a expliqué à l'époque qu'elle était très, très solidaire de Richard Donner, le premier réalisateur qui s'est fait un peu squeezer pendant le tournage. Et donc, comme elle a marqué son soutien à ce réalisateur, elle a été un peu mise sur la touche, quoi. Elle a été un peu mise. Donc c'est déjà cool, je trouve, qu'elle participe, qu'elle accepte ce caméo, parce que vraiment le rôle est réduit à néant. Toi, quand t'es gamin, tu comprends pas parce que tu sors d'un Superman 2 où la relation a vachement avancé, où il y a eu la révélation, elle sait que c'est Superman, où il y a eu des bisous, tout ça. Bon, ils ont été très proches, et tu te retrouves dans un Superman 3 où c'est limite des collègues, quoi. C'est à peine s'ils se parlent, c'est limite s'ils se vous voient pas, et tu sens très vite que c'est pas elle l'héroïne du film, en fait. Ouais, on verra pourquoi en avançant dans le film, parce qu'il y aura une autre intrigue amoureuse, on va l'appeler comme ça. Mais c'est vrai qu'elle a été écartée, et donc elle part en voyage. Elle part en voyage aux Bahamas. Donc c'est vrai que ces scènes aussi sont très comiques. Il y a au moment où ils sont au Daily Planet, donc on a Jackie Cooper qui joue toujours Perry White, ça n'a pas bougé. Il y a comment elle s'appelle, en fait, ce qui est fou, c'est que Richard Lester, il avait je me rappelle plus comment elle s'appelle, cette actrice. Qui est dans le 2, je me rappelle jamais, tellement elle était insignifiante, et dans la Donner Cut ils l'ont coupée. Là elle est là aussi, elle travaille, donc c'est l'assistante de comment il s'appelle, de Jackie Cooper, enfin de Perry White, et donc ils sont en train de tirer au sort un jeu. Celle qui joue le rôle de Louise. Louise, voilà. D'ailleurs, c'est pas Louise en anglais, elle s'appelle c'est un autre nom. C'est un autre prénom. En français, ils l'ont traduit Louise, mais son nom, c'est autre chose. Et donc, voilà, on a un jeu, donc on verra le bingo. Le bingo, voilà, c'est un jeu pour gagner un voyage. Et on verra que cette scène a une incidence aussi plus tard dans le film, justement, de ce fameux voyage. Et donc, Perry, qu'est-ce qu'il nous dit, Perry? Il demande à Clark d'aller faire un reportage dans la ville, dans son ancien village à Smallville. Exactement. C'est là que Clark sort un pull avec un S. Tout à fait. Ça, genre, c'est quoi ce délire? Et genre, lui, il est éclaté, quoi. S pour Smallville, il précise. Voilà, parce qu'il y a le fameux bal des anciens élèves. Ça, c'est... voilà. Ouais. Et franchement, moi, j'aimerais bien retourner au bal des anciens élèves. Là. Avec ma carrure et ma hauteur. Ouais. Il y a des gens, je pense, qui raseraient les murs. Vu la gueule des meufs que j'avais à l'époque dans ma classe, comment elles sont devenues maintenant, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On leur fait un bisou si elles nous regardent. Je vous embrasse, les filles. Ah ouais, putain, on va direct. Le mec, il est direct. Donc voilà, donc on a déjà le décor qui est planté. Loïs ne sera pas là, ou très peu, et on sait que Clark va aller à Smallville pour un reportage, justement. Ouais. Tu sens que c'est un épisode spécial vacances où ça va pas tellement se passer au sein du journal, en fait. Dès le début, chacun part à droite à gauche. Bonnes vacances. Donc voilà. Ciao. Donc là, on repart. Avec notre cher Auguste Gorman, Auguste, voilà, qui lui commence sa formation en tant que programmeur informatique. Voilà, sans y connaître rien du tout. Et le gars, il se trouve que il a des facilités.
C'est très mal amené, mais il a des aptitudes, quoi. Il touche 2 boutons, il arrive à rentrer dans le cœur de la programmation. Il sait même pas ce qu'il a déclenché. Même son prof lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Sur quoi vous avez appuyé? Et il touche. J'ai juste appuyé sur J'ai juste appuyé sur les touches là. Donc, et d'ailleurs, je pense que c'est Mehdi Hondo qui double Richard Pryor, non, à ce moment-là. Absolument, oui, complètement. Voilà. Donc déjà, dans la version française, dans la VF, ça apporte quelque chose de. Ah oui. La petite Supergirl qui essaye de rentrer là. Qu'est-ce que tu fais? Hop là. Ouais, pop, ouais. Alors ouais, donc voilà, donc effectivement, il a des aptitudes et donc ça se passe plutôt bien. Il apprend et tout ça. Donc voilà. Alors je sais pas s'il y a tellement une ellipse, mais on va avancer par rapport à ça. C'est qu'à un moment donné, donc au travail, il reçoit les fiches de paye. Ouais. Il reçoit les fiches de paye et donc Alors il pose la question. Il dit c'est quoi ça? On lui dit c'est ta première paye et lui il dit non, c'est plutôt ma première arnaque. donc ils sont à un moment donné à la cafétéria. Cette scène elle est énorme parce qu'il pose des questions. Il dit mais pourquoi avec où sont les demi-dollars ou les demi-cents qui disparaissent de nos fiches de paye? Et il dit bon ben ils sont quelque part dans le système informatique. Et donc qu'est-ce que fait Auguste Gorman? Forcément le petit génie de l'informatique. Il va récupérer, il va tenter, il va réussir donc à récupérer tous les demi-cents qui s'étaient perdus dans le système informatique. D'accord? Donc c'est vrai que déjà on a une prestation de Richard Pryor, il fait du Richard Pryor. Ouais. Il essaye pas de jouer un autre personnage et ça fait partie des comiques, tu peux leur donner n'importe quoi. C'est vrai quand tu regardes un film d'Eddie Murphy, tu vois Axel Foley tout le temps. Tu peux pas t'empêcher quoi. C'est du Eddie Murphy. Mais là on a pareil le même niveau d'acting et la manière dont c'est fait, c'est très drôle parce que c'est à mi-chemin entre oh putain je fais une bêtise et la jubilation de réussir à faire ce qu'il est en train de faire. Donc à sa prochaine fiche de paye, il demande une deuxième enveloppe. Et là, il a énormément de dollars qui tombent. Il a le jackpot là. Hein. Et ouais, il a le jackpot à ce moment-là, ce qui va interpeller donc à ce moment-là donc les hautes sphères de la société pour laquelle il travaille, le groupe Webster. Webco et effectivement donc là aussi dans le casting un nouvel arrivant qui est Robert, un acteur très connu aussi à l'époque, à la deuxième tête d'affiche, on peut le dire comme ça, qui est Robert Vaughn. On l'a vu dans plein de séries des années 70, dans des Columbo, qui a vraiment une tête connue quoi. Ah ouais, on l'a vu. Il n'était pas dans les Mystères de l'Ouest, dans des épisodes. Je crois, si. Ouais. Mais enfin, en tout cas, voilà. Robert Vaughn arrive, débarque. De toute façon, on n'a pas la caution cinéma, les mecs. Si on se trompe, il fallait demander à Actu Ciné. Vous allez le voir. Non, mais t'inquiète pas, même Actu Ciné, il ne connaît pas Robert Vaughn. Si, je pense quand même. Donc, Robert Vaughn qui joue un peu le rôle du Lex Luthor de service, quoi. On n'a pas Gene Hackman, mais on a Robert Vaughn qui est un mec à la tête de beaucoup d'entreprises. Et tu sens que le mec, il en veut toujours plus, en fait. Non, c'est vrai, et surtout, il a cette position donc de riche milliardaire qui veut toujours plus, qui veut toujours avoir la main mise et avoir le pouvoir. On le voit. Il est accompagné par sa sœur Vera, qui est jouée par Annie Ross. Qui est une espèce de, je sais pas, on pourrait dire comment ça, un produit de la jeunesse allemande, je sais pas. Ouais, c'est-à-dire que c'est une sœur qui est sa jeune sœur, mais qui paraît plus vieille et qui fait vraiment flipper en mode très rigide. Très, très, très militaire. Et donc, quand le comptable leur fait remarquer qu'il manque de l'argent, bien évidemment, Vera réagit de façon négative. Elle, ça ne lui plaît pas. Alors que Robert Vaughn dit, mais ce gars-là, c'est le futur. S'il a réussi à faire ça, voilà. Donc, on est dans les prémices des hackers. Auguste Gorman est le premier hacker de l'histoire. Complètement, c'est l'ancêtre du pirate, en fait. Du pirate informatique. Donc, c'est vrai que on a cette phase-là, et je me rappellerai toujours de cette scène où, justement, Auguste Gorman, en plus, ils se disent, mais comment on va le trouver? Il dit, ce genre de gars-là,
ça va être compliqué de le trouver. Et qu'est-ce qui se passe? Auguste Alors, Gorman arrive au travail. il dit deux choses. Il dit soit ce mec est un génie et ça va être très compliqué de savoir qui c'est, soit on a affaire à un crétinoïde absolu. Et là, le Auguste Gorman débarque au taf en Ferrari. En Ferrari. Comment Le petit programmeur, ouais. Le mec est censé avoir un petit salaire, du jour au lendemain, il vient en féfé, quoi. Donc là, le Rob Webster qui parle qu'à la fenêtre, il voit le mec arriver, il se dit bon bah c'est bon, c'est lui quoi, on le tient. On l'a trouvé quoi. Donc la scène la scène est énorme parce qu'Auguste Gorman arrive dans le bureau, c'est pas moi. Mais tu vois, il est en mode dans l'ascenseur déjà, il commence à répéter un texte pour dire non d'accord. Non, c'est pas moi, j'ai rien fait, c'est pas moi. Et il arrive dans le bureau direct, Monsieur Webster. Non, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Le mec est juste énorme, quoi. Et c'est fou parce que le dialogue, c'est-à-dire que Robert Vaughn le prend un peu à contre-pied, Ross Webster le prend à contre-pied dans le sens où il lui fait comprendre très vite qu'il est au courant et que justement ça l'intéresse et qu'il a des choses à lui proposer parce qu'effectivement, il y a un souci, il y a certains marchés qu'il n'arrive pas à atteindre, dont la Colombie. Voilà, au niveau du café. Voilà, il veut récupérer le café. Le café, c'est les Colombiens, mais les Colombiens, c'est compliqué de les faire bouger sur le plan de vue. Et dans la discussion, il y a que des phases d'humour de quiproquo parce que t'as à un moment donné, t'as le patron qui lui dit, vous savez ce que je veux, Auguste? Je veux le café. Et t'as Auguste qui dit, très bien, vous le voulez comment, noir, au lait Il dit, non, vous n'avez pas compris, je veux tout le café. Le café. Non, mais c'est ça, et il y a cet humour de situation, justement, là, on est sur une belle scène de quiproquo qui arrive souvent avec Auguste Gorman, c'est-à-dire que il est toujours un peu en décalage, il est toujours un peu à côté, et tout ça va le dépasser très vite, mais c'est vrai que dans un premier temps, il a une mission, c'est de faire tomber les Colombiens. Hein, ça, c'est le délire complet. Donc là, on va laisser Auguste Gorman et justement Ross Webster dans leur plan machiavélique. Et on va aller justement, du côté de Smallville, peut-être. Voilà, on arrive à Smallville et on voit. Alors moi, ce que je trouve incroyable, c'est que tu as une photo de Smallville, n'est-ce pas? Et donc on se retrouve dans le bus. Effectivement, là, il y a une catastrophe dans une usine, donc il est avec Jimmy pour le reportage. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'il y a une surchauffe il y a un incendie au niveau de l'usine, et dans cette usine, il y a un élément hyper toxique. D'accord? Ouais, hyper volatile, en fait, avec la chaleur. Voilà, et que si ça va créer un nuage qui va tout brûler, hein, c'est de l'acide, c'est une sorte d'acide, et ça pourrait créer un nuage qui brûlerait tout sur son passage, une espèce de Tchernobyl virulent. Raser tout le pays. Donc là, on a une scène qui est devenue culte, qui est dans le lore de Superman, cette scène, on va la retrouver dans Superman et Lois, la série, on va la retrouver dans Smallville, on va la retrouver dans énormément, sauf que c'est Supergirl dans Smallville qui le fait, mais donc Clark va rentrer dans une voiture, donc on a aussi un changement voiture, tu rentres hop dans la voiture, et donc il va essayer de sauver un maximum de personnes. Il parle avec le chimiste, et le chimiste lui explique ce qu'on vient de vous expliquer, que lui il surveille que la température monte pas trop, parce que si elle monte, c'est tout Smallville qui sera rasé. Donc là, on a cette scène mythique où Superman va geler un lac et porter un lac au-dessus de sa tête et le jeter sur l'usine où il se met à pleuvoir carrément. Il pleut, donc... Alors, comme le dit le pompier, ce gars-là est un faiseur de miracles. Ce gars-là est et surtout, après, on a aussi la blessure de Jimmy. Jimmy, il a toujours un peu de travers, soit il tombe. Jimmy, tu sentais qu'il savait pas trop quoi faire avec ce personnage, donc ils lui ont vite pété une jambe. Tu dégages, merci, au revoir. Ouais, voilà. T'étais là pour le reportage, mais en fait, on va laisser Clark tout seul, ok? Allez. Et pour plus de renseignements, regardons plutôt le reportage. Et donc voilà. Donc c'est vrai que là déjà, c'est la première fois qu'on revoit Smallville depuis Superman 1.
Donc là, on a des plans vraiment de la ville, parce que finalement, on avait vu quoi dans le Superman 1? On avait vu le lycée, on avait vu la ferme des Quintes, mais on n'avait pas vu plus que ça. Là, on voit vraiment la ville, on retourne au lycée, on retourne dans le gymnase du lycée. Ouais, on voit pas grand-chose quand même. On voit un gymnase de lycée, on voit une prairie, mais on voit pas vraiment la ville en tant que telle, quoi. On la voit un peu plus tard. Justement quand Auguste Gorman et Superman vont se rencontrer pour la première fois. Les célébrations, ouais. On voit pas grand chose. Et c'est vrai que là, voilà. Donc, et moi, ça m'a toujours fait rire parce que quand tu rentrais dans le gymnase, donc là, ils rentrent dans le gymnase pour préparer les festivités. Hein, c'est en train de se préparer. Et qui est en train de préparer les festivités? Un nouveau personnage dans le casting, Annette O'Toole, Lana Lang, l'amour de jeunesse de Clark. Qu'on avait vu dans le Superman 1 au tout début quand il range les affaires de vestiaire et qu'elle lui propose de venir écouter des disques chez une copine. Et il ne peut pas parce qu'il a encore plein de boulot à faire. Non, mais ouais, voilà. Et là, on a Annette O'Toole, voilà, qui est toute pimpante, toute fraîche, hein, comme dirait. Toute mignonne, de toute beauté. C'est sûr que c'est pas la petite rouquine avec les chicots pas gaffes de Superman 1. Là, elle a grandi, c'est une femme, elle est adulte, elle est même divorcée. Hein. Elle est maman. Elle est maman, hein. On voit Brad déjà, voilà, alors Gavan O'Haley, qui joue Brad, était aussi un comique. Hein. C'était un gars qui faisait partie des premiers Saturday Night Live. À l'époque, et lui aussi c'était un acteur. Bon, il a joué plein de choses, mais à la base c'était un comédien potache aussi, hein. Il faisait beaucoup de trucs, donc lui voilà, il est là. Et alors quand tu rentres dans le gymnase, moi ça m'a toujours fait rire, tu as une photo 4x4 géante de Clark sans lunettes, oui, mais genre en mode bonjour, je suis Superman. Mais alors, tu sais quoi, j'y avais jamais pensé. Non, mais c'est un truc de vous, c'est-à-dire tu vois Clark. J'avais jamais pensé, t'as tellement raison, tu vois Clark sans lunettes et personne se dit c'est marrant, tu ressembles à Superman sans tes lunettes. Et c'est vrai que l'affiche, elle est géante, quoi. Elle est géante, c'est un truc là où tu le vois comme ça. Alors, il fait très très jeune, il fait très goofy. Voilà. C'est vraiment une photo perso de Christopher Reeve de sa jeunesse, quoi. Limite une vraie photo de classe ou quelque chose comme ça. C'est tellement une vraie photo de son journal de l'école, de son école, c'est sûr. Il est méga jeune, mais t'as tellement raison, putain, personne n'a pas fait le rapprochement. Personne ne grille, quoi. Alors c'est sûr que c'est pas du tout le Clark joué par Jeff East, hein, que Jeff East qui va me faire le plaisir, je vous l'annonce en avant-première, qui va me faire le plaisir d'une petite interview pour le lancement du site, hein, planetsuperman.fr, qui arrive très bientôt. Hein. Donc, j'aurai pour le lancement du site, hein, attention, hein, j'aurai Miko. Déjà, il n'est pas au courant, mais voilà. Voilà, on va faire une interview vidéo et écrite, hein, parce que le site, il va falloir l'alimenter avec des articles. Voilà, il y aura Miko, il y aura donc Jeff East, il y aura Jorge Jiménez, le dessinateur de comics, hein, aussi, qui sera là et qui me fera le plaisir d'une interview pour l'ouverture du site. Donc, vous inquiétez pas, hein, planetsuperman.fr, c'est bientôt, c'est à la rentrée, ça arrive très vite, on est déjà en juillet. Donc, le lancement, c'est très bientôt. Et donc voilà. Donc, c'est vrai que, tu sais, pour les amoureux de la cohérence, surtout avec Star Wars en ce moment, tu vois, c'est un peu le... voilà. On pourrait dire, ouais, mais attends, au lycée, on l'a vu au lycée, il ressemblait pas à ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, déjà, on avait un problème de cohérence. Bon, je pense qu'on essayait aussi de se détacher, à l'instar de ce qu'ils sont en train... Ils ont essayé de faire chez Warner, de se détacher de Zack Snyder. Là, on essayait de se détacher de la version de Donner. Donner, ouais. Donc voilà, donc on a cette organisation de fête, hein, de bal du lycée, hein, tout à fait. Et les retrouvailles entre Clark et son amour de jeunesse, Lana Lang. Et ouais, et c'est ça, et toujours Clark, toujours emprunté, salut, il dit bonjour à tout le monde, c'est très... Et bien sûr, il y a l'altercation, il y a la rencontre avec Brad. Avec Brad. Mais moi, alors, je sais pas si ça te le fait aussi, mais je trouve que là, dans celui-là, on a affaire à un Clark totalement différent des Superman 1 et 2. Je trouve que loin de son milieu new-yorkais, enfin de Metropolis, de son taf, du Daily Planet, je le trouve beaucoup plus sûr de lui, beaucoup moins maladroit. Exact. Il se tient beaucoup plus droit et tu sens que c'est un Clark vraiment, bon là, il est en confiance, il est chez lui.
Et j'ai l'impression il est beaucoup plus sûr de lui, quoi. Mais déjà, c'était une volonté de Christopher Reeves. Je ne sais pas si tu te rappelles dans mon documentaire sur Superman, il y a une petite vidéo à la fin où il exprime le besoin d'être un peu moins clumsy, un peu moins. Et là, justement, parce que là, on a fêté hier les gens, l'anniversaire de la sortie du film. Hein, c'était le 17 juin 1983. Et quand le film sort en 83, Christopher Reeves exprime énormément son mal-être par rapport au ton du film. C'est pour ça qu'il prendra d'ailleurs les rênes dans Superman 4, d'accord ? Même s'il y avait moins de moyens, il a pris les rênes. Mais il avait un gros mal-être. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'entendait énormément. Vraiment, mais il y a des images d'ailleurs d'archives. Il y a le site Cap Wonder qui a sorti des images il y a 2-3 jours, je ne sais pas si tu les as vues, où tu vois Richard Pryor et Christopher Reeve en train de rigoler sur le set, mais en train de se poiler tous les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois déjà Christopher Reeve avec son côté un peu réalisateur, directeur, qui guide vraiment Richard Pryor dans, voilà, mec, là, on n'est pas sur le stand-up, c'est le cinéma. Il faut que tu te... Voilà, donc on voit qu'il y avait une très grosse complicité entre les deux, mais ça n'empêchait pas que Christopher Reeve, donc à ce moment-là, était vraiment dans un mal-être par rapport au ton du film. Donc, je peux comprendre parce que déjà tu as le ton du film et en plus si tu analyses bien ce film, Christopher Reeve est secondaire, quoi. C'est la star de ce film-là, c'est Richard Pryor. Tout tourne autour de lui et Superman, dont son nom est le titre du film, n'arrive qu'en deuxième position. Oui, il arrive en deuxième position et Superman est là dans le film de Richard Pryor. C'est vrai que ça, si tu veux résumer, tu peux pas mieux résumer le truc. C'est vrai. Et je pense, mais tu sais, dans le premier film, il y avait des grosses têtes d'affiche. Il y avait Gene Hackman, il y avait Marlon Brando, il y avait tous ces gros acteurs, tu vois. Mais Christopher Reeve a percé l'écran. C'est-à-dire que je pense que c'était le but aussi dans un premier temps. C'est pour ça qu'ils ont mis autant de gros acteurs, parce qu'ils ne savaient pas comment les gens allaient accueillir Christopher Reeve. Là, Christopher Reeve a percé l'écran. Et c'est vrai que dans ce film, on lui dit, ouais, bon, malgré le fait que tu as percé l'écran, on te fait toujours pas confiance. Ouais. Donc, on va mettre le gros comique du moment et on va faire vraiment un film potache. Donc là, c'est ça. Et donc, ce qui est vraiment, encore une fois, intéressant, donc on voit déjà qu'il y a toujours un peu d'alchimie, de tendresse entre Lana et Clark. D'accord ? Et c'est pour ça que Brad va intervenir. Donc, Brad est un alcoolique notoire. Hein, Brad, qui était le beau gosse du lycée à l'époque, le champion de foot, celui qui donnait des ordres à Clark en lui disant « Vas-y, range-moi ça et moi, je vais me la kiffer ». Bon, des années plus tard, le mec a mal tourné, c'est un alcoolo. Tu sens que il y a toujours ces vieux réflexes de lycée. Le mec tourne toujours autour de la même nana. Tu retrouves je sais pas comment on dit, enfin c'est les rapports avec Clark, quoi. Les rapports qu'il a avec Clark où les deux ils se courent un peu la tête. Donc c'est un peu comme si c'était un retour au lycée, quoi. Bah ouais, il y a un peu la chicane est toujours là, le triangle amoureux est toujours là, il y a toujours ce truc-là. Et c'est vrai que malgré les années, bon, Clark est parti assez vite, mais malgré les années, voilà, on sent que des choses sont restées. Donc on apprend que Brad et Lana ont donc divorcé. Donc c'est vrai que y a ce côté un petit peu malaisant dans leur rencontre. Et donc on va et surtout aux yeux de Lana, Clark c'est quelqu'un qui a entre guillemets réussi sa vie parce qu'il a réussi à se barrer de cette petite ville un peu où il se passe rien. Il est dans la plus grande ville des États-Unis où il se passe plein de choses. Il est au cœur de l'information. Donc quand elle regarde Clark, elle est très envieuse en fait de sa vie, limite un petit peu jalouse, comme si voilà elle. Malheureusement, bon bah les choses ne se sont pas passées comme elle l'a voulu. Elle se retrouve divorcée. Elle a été obligée de revendre son diamant parce qu'elle avait peu de thunes. Elle doit élever son gosse. Et quand elle parle de Clark, c'est genre, mais tu te rends compte de la vie que tu as, tu as Metropolis. Oui, c'est la campagnarde qui voit le gars ici. Il y a Superman à Metropolis, il travaille dans un gros journal, elle en peut plus, tu vois. C'est waouh, t'imagines le truc que tu as. Et c'est vrai que elle projette aussi, elle, de partir avec son gamin. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, voilà, elle veut lui donner une meilleure vie, elle veut peut-être aussi l'éloigner du père alcoolique. Tu vois, j'avais pas compris que c'était Brad l'ex en fait.
Ouais, t'avais pas capté? Non, parce que tu vois une photo de elle et son ex. Mm. J'avais pas reconnu la tête de Brad et pour moi, Brad, c'était vraiment mis à part le mec avec qui elle s'était mariée, c'était toujours le casse-couille qui lui tournait autour, mais qui est parti en couille maintenant parce qu'il. Et ouais, donc, par rapport à ça, voilà, on a une maman seule. Hein. Oui. On a cette scène, on va faire beaucoup d'ellipses parce que le film est assez long, on va aller à l'essentiel, mais on a cette fameuse scène aussi qui restera culte, aussi cette scène, la scène du pique-nique. Alors, la scène du pique-nique, elle est juste incroyable parce que là, effectivement, on a un Clark beau gosse, tu sais, c'est un Clark tu sais, que tu peux retrouver tu sais, bassin d'Arcachon. Tu sais, petit pull. Ouais, petit pull sur les épaules, très propre sur lui, ouais, un peu le breton, mais dans son attitude, je le trouve très à l'aise en fait. Il fait pas du clip, quoi. Bah, il arrive quand même, il mange le pâté du chien. Il fallait bien qu'on ait du Clark, mais ça va, on aurait pu tous faire ça. Au passage, le chien mange à quelle heure? Parce que c'est excellent. C'est excellent, voilà, exactement. Donc, il se rattrape de sa bourde et tout. Donc, ils parlent, ils sont en train de discuter justement Ils se tournent un petit peu autour, ils se dragouillent un peu. Ouais, il y a du quiproquo. À un moment donné, elle lui dit, écoute, je vais te dire un truc que je ne t'ai jamais dit, qui est super important. Donc lui, il est tout oui, et à ce moment-là, elle lui dit, ma voiture a une fuite. Donc rupture, elle s'aperçoit au moment de lui dire ce qu'elle voulait lui dire, elle s'aperçoit que sa voiture a une fuite. Donc elle va régler sa voiture, et lui, pendant ce temps-là, avec sa super oui, il entend que le petit Ricky a un problème. Au loin, très très loin, dans ces champs de blé, apparemment, le chien commence à pleurer, il s'est passé quelque chose. Et ce que j'adore, c'est que si tu regardes bien, c'est hyper subtil. C'est pas perceptible, surtout que nous à l'époque, les films on les avait sur VHS, donc on n'avait pas la qualité HD 4K de maintenant. Mais tu vois le signal, tu vois l'onde dans l'oreille. Je sais pas si t'as déjà fait gaffe, Guico. Exactement. On voit les pouvoirs invisibles, on les voit un petit peu. C'est ça. Ils arrivent à matérialiser la super oui, où ils te montrent des espèces d'ondes comme ça qui se propagent dans son oreille pour te faire comprendre qu'il entend quelque chose qui se passe à 12 km de là. Et c'est pour ça que ça, c'est des petits rajouts de Richard Lester, justement, où il voulait que ce soit plus évident pour le public. Évident et pas, parce que c'est assez subtil, c'est pas quelque chose que tu vois tout de suite, c'est vraiment c'est très très léger en fait. C'est léger, c'est un effet spécial qui est vraiment en plus qui va avec l'onde sonore, quoi, tu vois, si tu veux. Donc et c'est vrai qu'on a cette scène, donc on a Ricky donc qui allait chercher le chien qui tombe, hein, et est allé chercher Buster, viens là mon chien. Je sais pas si tu as déjà vu ils ont fait une espèce de détournement de cette scène avec Poulvord. Reviens, gamin! Et tu vois le gamin qui fait Buster! Non, j'ai jamais vu. Il faut que je te l'enverrai. Elle est vraiment, vraiment très drôle. Et c'est vrai que donc le jeune Ricky part et donc là Clark dit tiens attends Lana, tu sais comment il fait d'habitude. Et là on a aussi une scène de transformation de Superman. Magnifique, qui rappelle la scène de transformation de Superman 2 au début. Exactement. C'est-à-dire dans un même cadre, lui en train de courir avec ses vêtements et fond enchaîné sur lui en train de courir sur le même mouvement en Superman. Ouais. Mais la liaison se fait tellement parfaitement. Tellement en plus, ils se servent de la palissade pour faire l'effet justement de fondu et ça passe crème. On voit Superman qui vole, on voit une scène où pour l'une des premières fois, on a un sentiment de vitesse parce que là, tu le vois, il vole au-dessus du champ et tu as ce sentiment. Donc, c'est une des plus belles scènes de vol pour moi de Superman. C'est le plus beau sauvetage. C'est la meilleure. D'ailleurs, ça me gêne un peu parce que c'est à la fois une des meilleures scènes de vol et à la fois une des scènes où ils ont laissé les câbles apparents. Et tu vois les câbles. Et quand j'étais gamin, je les voyais. Mais bon, moi, ça me cassait pas la magie parce que j'étais fan de Making of. Ouais. J'avais conscience qu'il y avait des effets spéciaux, que le mec volait pas vraiment. Tout à fait. C'est celle qui va toujours un peu gêner parce que je dis putain, on voit les câbles, mais en même temps, c'est là que tu t'aperçois que c'est bien fait, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils sont pas fait chier juste à incruster un gars sur un écran bleu. Non, le mec est câblé, ils le font voler et il faut dire que Christopher Reeve avait une putain d'élégance
dans ses scènes de vol, de décollage, d'atterrissage, c'est quasiment une chorégraphie, quoi. Il a une façon de plier sa jambe quand il atterrit. Il a vraiment une gestuelle. Même la manière dont il arrête le tracteur, enfin la faucheuse, il arrête. Il a une gestuelle bien à lui, quoi. Et moi, j'aime bien le regard qu'il lance au gars, parce qu'il a de la musique dans les oreilles, tu vois, en disant, mais mec, t'as failli tuer quelqu'un. Et ouais, il le regarde avec un regard noir. Ah ouais, laisse tomber. Et ce qui est énorme, c'est que donc il récupère Ricky, il le ramène à Lana. Salut, nanani, nanana. Là, il va très vite. Bonjour, je m'appelle Lana. Alors, Lana, elle est comme ça. Elle voit pour la première fois, elle voit Superman. On voit jamais Superman. Tiens, Clark est là, on voit Superman. C'est bizarre. Bon, en tout cas, personne ne se pose la question. C'est parce qu'elle n'est pas journaliste, donc elle ne se pose pas la question. Voilà, c'est ça, exactement. Et là, Superman s'envole. Du coup, au revoir, salut. Et tout d'un coup, Clark, tu es où, Clark? Et là, on voit Clark sortir de l'égout avec le chien. Ce plan-là, il est vraiment top. Au niveau réalisation, ça fait la nique. Il y a un truc qu'on a oublié de dire, parce que tout à l'heure, tu parlais du petit garçon qui est là avec sa maman pour les photos. Tu sais qui c'est, le petit garçon? Non. C'est Aaron Smolinski. Tu sais qui c'est, Aaron Smolinski? Non. C'est Superman bébé avec sa quéquette à l'air. Mais non! C'est le même gamin! Eh oui, frérot, c'est le même gamin! C'est charmé! C'est le même gamin. Non, oui, ça, c'était une anecdote sur le film que je voulais pas manquer, mais c'est vrai, voilà, c'est Aaron Smolinski, d'ailleurs, qui est plus grand, hein, du coup, hein, il a 50 plus, tu vois, et donc, qui est là avec sa maman, c'est lui qui joue le gamin qui prend la photo. Donc, ça aussi, ce petit clin d'œil. Énorme l'anecdote. Déjà à l'époque, les caméos, les petits trucs comme ça, les petits trèfles et tout, c'était déjà planqué, mais les gens s'en foutaient complètement. Tu vois, aujourd'hui, les gens vont au cinéma que pour ça. Pour voir la ref, pour voir la scène post-générique, pour voir le petit truc. Ah tiens, ça y est, là, je peux te garantir, là, sans vouloir parler de ça, ça n'a rien à voir, mais je peux te garantir que dans l'épisode 6 de Obi-Wan, si tu entends la musique de la Force et si tu entends la musique impériale, les gens ne vont retourner que ça. Tu vois, ils ont tellement été sevrés que ça va être ça. Et à l'époque, il y avait beaucoup de petits clins d'œil, hein, des petits. On avait parlé de l'anecdote qui devait être dans Superman 1 avec Kojak, par exemple. L'origine de la sucette de Kojak devait être dans Superman quand même. C'est énorme. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui est quand même inhérent au cinéma américain, moins au cinéma français, mais au cinéma américain, ils aiment bien faire ce genre de clin d'œil. C'est toujours, on rend hommage de ce côté-là à une œuvre ou ce genre de choses. Mais maintenant, c'est devenu trop le déclencheur de plaisir quand tu vas voir un film. Donc, on est parti là-dessus. Allez, si on retournait voir Auguste Gorman et Webster, justement, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est sur le penthouse. Là, ils sont en haut. Hein, et qu'est-ce que fait Webster? Il fait du ski. Est-ce que tu n'as jamais kiffé d'avoir une piste de ski dans un penthouse, dans un gratte-ciel? Oui et non, parce que la descente est très rapide en fait. Si tu mets secondes, ça sert à rien. En fait, ça ne sert à rien. C'est vraiment la lubie d'un mec riche et qui sait pas quoi faire de son argent, quoi. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Et bien évidemment, là, on voit apparaître Lorelai, hein, qu'on avait déjà vu en photo au Daily Planet. Donc Lorelai, c'est bon, là, comment dire, la chose de Webster. Ouais, la chose de Webster, hein, c'est la caution un peu, on va dire, c'était la mademoiselle Teschmacher de Lex Luthor. Je crois qu'on peut le dire sans langue de bois, c'était la personne qui était là pour nous faire bander, nous petits garçons. Qui était là pour titiller la testostérone en nous. Et moi, elle m'excitait de ouf quand j'étais gamin, quoi. Je savais qu'elle représentait un peu la bimbo. Et ce qui est marrant avec ce personnage, c'est qu'elle joue le rôle d'une teubée très superficielle et tout, alors que elle cache son jeu. Elle cache son jeu, le verre à la fin, c'est quelqu'un d'hyper spirituel et hyper smart. Et voilà, quoi. Donc, bien moins conne que ce qui n'est paraît, en fait. Et comme beaucoup de bimbos des États-Unis à cette époque, qui jouaient un rôle pour avoir des faveurs, mais qui en fait étaient des filles très très smart. Hein. Le meilleur exemple que nous on a aujourd'hui, c'est Nabila. Bonjour. J'ai vu une partie, n'arrête pas. Donc le meilleur exemple qu'on a, Nabila, qui est une businesswoman de malade, et qui quand tu la vois à l'antenne, elle a l'air teubée, et quand tu lui parles en privé,
Tu vois, elle est pas la même, quoi. Ouais, Bon, en c'est un tout cas, business. voilà. Alors pour les gens qui veulent aller se tirer la nouille, c'est Pamela Stephenson qui jouait donc Lorelai. Voilà, Ambrosie, voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc, elle est habillée avec son petit collant, sa petite doudoune sans manches, chouchou, 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 hein, voilà. Et donc, ils sont en train de regarder la télé où ils voient qu'il y a une catastrophe naturelle, donc qui se passe en Colombie, puisqu'Auguste Gorman avait pour mission de détourner un satellite. C'est ça. Alors déjà, tu vois, on est dans Superman 3. Et on est déjà dans les théories complotistes selon lesquelles les satellites peuvent changer la météo. Absolument, tout à fait. C'est Et un endroit très précis et localisé. et localisé, hein, ouais, bien sûr, bien sûr. Hein. On va foutre le bordel juste au-dessus de la Colombie. On va créer des tornades, on va créer des enfers tropicaux juste parce qu'ils n'ont pas voulu vendre le café. On va niquer la récolte. On va tout brûler et on est capable d'envoyer des éclairs et le tonnerre là à cet endroit précis. Donc on est vraiment sur la théorie complotiste de Harlan. Hein, pour ceux qui connaissent Et pas. on rappelle que la Colombie était la destination gagnante du voyage du bingo au début du journal. Exactement. Voilà, c'est là qu'on fait le lien avec les gagnants du bingo. Ils partaient en Colombie juste à ce moment-là. Hein. Ça aussi, c'est quand même très très drôle. Monsieur et Madame pas de bol en fait. Ah ouais. C'est non, mais c'est vrai. Hein. C'est très très drôle. C'était Fred et je sais plus qui. Je me rappelle plus du nom de sa femme. Mandy, Jamie. je crois. Fred et Jamie. Et donc, alors, Jamie, comment ça marche? Alors, les téléphones portables sont reliés au satellite qui envoie de la météo en Colombie. Et comment c'est possible? c'est ça. C'est Alors, pas associé du tout. Hein. Le Rob Webster qui est devant la télé, il commence à s'enjailler, genre yes, c'est cool et tout. Ouais. Et l'Auguste Gorman qui arrive et qui s'excuse, qui dit patron, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. J'y suis pour rien. Mais de quoi vous parlez, Auguste? Vous avez non, super mec, il est arrivé. Et là, il essaye de prendre la nappe, tu sais, de tirer. Il n'y arrive pas. Il se met sur les skis. Il descend. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, t'as la scène la plus cheatée qui existe. Tu sens qu'avec ce personnage, il y a quand même beaucoup de place à l'improvisation. Je suis sûr qu'il y a plein de choses qui ont été improvisées. Ouais. Cette cape-là, cette espèce de nappe qui prend... Il nique tout pour en faire une cape. Il est juste avec un truc rose. Moi, je suis sûr que ça, c'est de l'impro. Ouais. Et que quand t'es face à un acteur comme ça, faut être un sacré pour pas te laisser, tu vois, submerger, pour continuer à réagir, quoi, ce que le mec te propose. Et là, en gros, donc le Ross Webster comprend que il a un ennemi qui va le faire chier dans ses opérations, et c'est Superman. Il faut donc trouver une solution pour se débarrasser de Superman. Donc, très luthoresque, hein, comme d'habitude. Hein. On a un plan machiavélique, Superman est là. Donc, avant de mettre en place le plan, il va falloir dézinguer Superman. Donc là, on a cette scène où on a Auguste Gorman donc, qui descend en ski avec sa cape rose sur le dos, qui du coup ne peut pas s'arrêter et donc tombe du gratte-ciel. Voilà. Et par un miracle incroyable, il tombe sur la paroi du gratte-ciel et il descend en ski jusqu'en bas et il est là en plein centre-ville avec ses skis, sa cape rose, voilà. En mode normal, les mains dans les poches, en train de siffloter. Donc, c'est très très drôle quand t'es un gamin des années 80 et que tu vois ça. Hein. Quand tu es un adulte, aujourd'hui, tu regardes le truc, ben, tu vas trouver ça kitsch, petit abricot qui regarde. Hein. Non, complètement. Donc voilà, tu vas trouver ça kitsch, mais en même temps, c'est pas ma faute si ta mère n'avait pas l'âge en 83 pour que je la besogne. Donc, c'est tout. J'ai attendu qu'elle soit majeure quand même. Donc voilà. Donc le truc, il n'y a aucun respect. Morpheus, tu n'as zéro. Tu fais peur à des gens. Hein. Je sais, il y a des gens qui te connaissent pas, ils ont peur de venir sur ton live parce qu'ils ont peur que tu enculux leur maman. Mais non, ça, c'est de la sympathie, c'est de la rigolade, c'est ta façon de t'exprimer. Et évidemment, tu ne vas jamais toucher une maman. Mais non, jamais de la vie, jamais. Respect aux mamans. Éternel respect. Non mais ça va pas ou quoi? Donc voilà, ben crée la vie. Hein. C'est elle qui nous sans les mamans, on n'est rien. Nous ne sommes rien. Ouais, complètement. Maman, voilà. La terre est notre maman aussi, tu vois. C'est la mère nourricière.
La mère nourricière, tout à fait. Donc voilà, cette joyeuse bande de lurons, ils ont maintenant une nouvelle mission, trouver comment... D'ailleurs, ça se dit en latin alma mater. Alma mater. Alma mater. Très bien. Je cherchais le terme. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais juste que maintenant, cette joyeuse bande de lurons cherche un moyen... Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il demande? Il demande à Auguste alors, il n'y a plus de kryptonite, a priori, mais il demande à Auguste de trouver de la kryptonite ou de trouver les composants pour la recomposer. Il demande à Auguste de trouver les composants de la kryptonite pour en créer une artificielle. Ouais. Le problème, c'est que il lui manque un élément à Auguste. Il a tous les éléments pour faire une fausse kryptonite de synthèse, mais il lui manque un élément. Qu'est-ce qu'il met comme élément? De la nicotine. Ouais. Il y a marqué Allez, nicotine. Il est là, il dit là, mais il me manque un élément. Et puis là, il a sa cigarette, il voit tard, il fait OK. Il rajoute tard. Vas-y. Et donc, il fait synthétiser donc cette fausse kryptonite. Et d'ailleurs, ça me rappelle parce qu'il y a la scène où il va à Smallville à un moment donné et il a besoin d'accéder à l'ordinateur pour faire ça. Oui, bien sûr. Et c'est notre fameuse scène préférée en plus. Mais bien et là, ce qui est fou, c'est qu'il rencontre Brad. Brad, en fait, tu t'aperçois que Brad est le gardien de nuit d'une des entreprises de Websco, en fait. Voilà. Donc, le gars arrive, Auguste Gorman arrive, commence à lui déblatérer un espèce de charabia que le mec ne... On est dans la merde. On est dans la merde. Il dit, mais de quoi tu parles? Il dit, je dois installer un truc dans le bureau de ton patron, et si ça n'est pas là avant 8h demain matin, on va y passer, toi et moi. Il dit, mais c'est quoi? Et là, il ouvre une valise, et là, je vois, je sais pas combien de bouteilles de mignonnettes d'alcool. Oh là là. Sachant que Brad est un alcoolique notoire, bon bah là, c'est le paradis, il lui ouvre les portes de l'entreprise. Et là, ils sont complètement défoncés. Pour allumer l'ordinateur, en plus, il faut 2 clés. À insérer en même temps. Donc là, on est dans un truc où, justement, Brad tombe vraiment, il est torchant chiffon carpette, il s'évanouit. Auguste Gorman, il est chaud, mais il a réussi à garder un peu sa conscience, quoi, à ce moment. Bon là, et là, on a la fameuse scène. Salut ma poupée. Salut mon lapin. Salut ma poule. 1 et 2, voici des œufs. C'est moi le G. Et là, il se rend compte qu'il n'a pas les bras assez longs pour insérer les 2 cartes en même temps pour déverrouiller l'ordinateur. Donc, alors, il commence à faire un peu n'importe quoi. Comme il est bourré, il se met d'un côté et il essaie de coller la clé à son pied pour la mettre, mais c'est pas possible. Donc là, stratagème, il dit, je vais récupérer le Brad qui est endormi, je vais faire tout un système d'attache de fil de machin à son bras pour que, à la 1, à la 2, à la 3, hop, il tire et les 2 cartes s'insèrent en même temps. Il a réussi à entrer dans l'ordinateur. Donc voilà, hein, donc effectivement, et c'est bien évidemment rocambolesque. Ah mais ça quand t'es gamin tu kiffes quoi, tu vois les 2 qui sont bourrés, qui racontent n'importe quoi. Le Auguste Gorman, ça allume mon lapin, ça allume ma poule, c'est moi le génie. Et là, une fois qu'il commence à rentrer dans l'ordinateur, il commence à faire tout et n'importe quoi. Et il se passe un espèce de gag visuel où tu vois les répercussions qu'il fait en fait en cherchant le satellite. Ouais. Il se passe plein de choses. T'as un mec qui veut retirer 10 balles et avant même de mettre ta carte de crédit, putain, t'as de la thune qui sort, il commence à les mettre de côté. Parallèlement, tu vois les feux rouges, les feux verts, ça part en couille. N'importe quoi. Tu vois un couple, le mec qui commence à regarder ses factures, et il voit qu'il a une facture de je sais pas combien de milliers de dollars. Il pense que c'est sa femme qui prend un citron et il lui presse comme ça contre le nez. Carrément. T'as plein d'espèces de gars qui se succèdent comme ça. Ouais. C'est Auguste qui fait n'importe quoi avec l'ordinateur. Ouais. Donc c'est comme ça qu'il avait donc atteint le satellite pour justement la Colombie. C'était cette scène-là qu'on avait oubliée. Voilà. Donc là, on fait ça un peu dans le désordre, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ah oui, mais de toute façon, c'est le plaisir de se remémorer le film. Le truc après, c'est que on voit une scène où on voit Lana au téléphone qui appelle Clark.
Oui. Et qui lui demande, écoute, je suis désolé, mais Ricky, il n'a pas pu s'empêcher de parler à l'école comme quoi Superman allait venir à son anniversaire. Tu sais comment sont les enfants. Et comme tu nous as dit que Superman, tu le voyais souvent, hein, oui, parce que quand il ramène le chien, l'enfant, il dit, je pourrais en avoir un autographe. Et lui dit, tu vas me donner $1 à chaque fois que je donne un autographe de Superman. Ouais. Donc, En voilà. fait, il lui dit Clark, Monsieur Kent, il y avait Superman. Il dit, ah, sympa. Et elle lui dit, mais c'est tout ce que ça te fait? Et il lui dit, oh, tu sais, j'habite Métropolis, je vois Superman tous les jours. C'est ça. Donc, du coup, le gamin veut Superman à son anniversaire. D'accord. Et là, forcément, donc, Superman, en tant que Superman, il peut pas dire non. Et là, il se passe un truc incroyable, c'est qu'au lieu que ce soit une fête d'anniversaire à la maison de Lana, on se retrouve en plein centre-ville de Smallville avec une fanfare, avec le maire, toute la ville, hein, et le maire qui veut remettre les clés de la ville à Superman et tout ça. Et qui c'est qu'on voit débarquer dans un Jeep? Vera et Vera et Auguste habillés en militaire. Bordel de mêle. Et là, il dit, le discours d'Auguste Gorman est juste énorme. Et je voudrais remercier Dieu de nous avoir donné Superman. Hein? Il dit, merci Superman d'avoir sauvé nos carcasses. Tu vois, ça, mais là, franchement, c'est énorme. Alors, il dit, je voudrais t'offrir un cadeau. En fait, il arrive sur scène, je sais pas d'où il sort parce qu'il y a toute cette cérémonie justement pour mettre Superman à l'honneur. Lui débarque en militaire. Jeep, ouais. Il débarque sur la scène et il a un discours très bizarre au début. Tu sais pas où est-ce qu'il va en venir. Ouais, ça n'a aucun sens. Ouais. Il parle du plastique, comme quoi les États-Unis sont très forts dans le plastique. Il demande aux gens dans la foule, est-ce que ça vous plairait de voir notre président au moment de signer un traité, voir la bite de son stylo éclater sur son t-shirt? Et là, t'as les gens, mais non, jamais, non, c'est un scandale. Tout ça pour en arriver à il n'y a pas si longtemps, notre usine chimique a failli cramer, mais heureusement, Superman nous a sauvés. Et en guise de remerciement, Auguste lui demande d'accepter très humblement cette sculpture moderne qui n'est autre que la kryptonite de synthèse. La fake kryptonite, hein, qui va agir donc sur Superman comme de la kryptonite rouge. Je crois que c'est la kryptonite rouge qui dans les comics. Dans les comics, ouais. Que je regarde, voilà. Alors ça, on ne sait pas encore. Nous, on s'attend à une kryptonite normale. Et là, ce que s'attendait Auguste, Vera et toute la bande, c'est que ça agit tout de suite. C'est que le mec crève en ayant le truc entre les mains. Sauf que c'est pas le cas. T'as Superman qui manipule le truc. Il se demande ce que c'est. Il lui dit c'est ravissant, merci général. Et là, Auguste doit faire son compte rendu au patron. Et c'est très drôle parce qu'il est au téléphone et il commence à dire et comment vous voulez que je sache ce que inconnu veut dire? Ce qui est inconnu, c'est que c'est inconnu. Voilà, c'est tout. Et là, du coup, ça décroche. Et en fait, tu sens qu'en fait, il répétait la conversation comme dans l'ascenseur et qu'en fait, en face du patron, il est rien. Allô, patron? Oui, patron. Vous savez, vous connaissez la recette du canard à l'orange. Il y avait un élément qui était inconnu. Et ben là, c'est pareil pour Superman. Et donc, ça ne fonctionne pas comme voudrait Auguste, mais on va se rendre compte que ça fonctionne d'une autre manière, puisque du coup, Superman donc va chez Lana, hein, avec Ricky. Alors, Ricky va faire sa sieste, je sais pas ce qu'il va faire, et donc Superman reste avec Anna, et tout d'un coup, Superman commence à avoir une petite attitude de queutard, hein. Ouais, léger. Voilà, c'est genre en mode vraiment très insistant, un peu forceur. Ouais, mal alpha forceur là. Tu aurais des problèmes avec le hashtag MeToo. Hein, il y aurait des petits problèmes. Et donc il est là, et puis le téléphone sonne et on dit il lui dit texto, c'est bizarre qu'une fille aussi jolie que vous soit seule dans la vie. C'est pas des phrases que Superman a l'habitude de sortir. Ouais, tout à fait. Et puis le téléphone sonne, Lana se lève et donc c'est la police ou les pompiers qui disent ouais, Superman est chez toi, là on a un souci, il y a un camion qui va tomber du pont et tout. Et Superman bat les couilles. Il continue en mode ouais mais t'inquiète, j'arrive toujours à temps. Ouais, vas-y, relax, enlève ta culotte. Et là, tu rentres dans une situation un peu de malaise. Parce que t'as Lana qui est un peu choquée parce qu'elle a entendu qu'il y a un accident et tout. Ouais. Lui qui dit oh, c'est bon, venez vous asseoir, j'arrive toujours à temps. Et qui continue à la draguer, quoi.
Et Ouais. tu vois son visage, genre, dit, c'est Peut-être vous devriez y aller. Et puis là, il reprend ses sens et il dit oui, c'est vrai, je devrais y aller. il oublie, elle lui dit texto, je pense que vous devriez secourir ce pauvre homme sur ce pont. Il la regarde et lui dit quel pont? C'est-à-dire qu'il avait même oublié Avait qu'il zappé. y avait un mec qui était en danger. Et là, il se reprend et dit oui, c'est vrai, il faut que j'y aille. Donc tu sens que il commence à lutter contre lui-même et ça part en couille. Et il arrive évidemment 3 minutes trop tard. Heureusement, la police locale a réussi à sauver le gars, mais tu sens qu'un changement commence à s'opérer en lui, quoi. Il y a Ah ouais, cette puis on sent qu'il est un petit peu. Ouais, c'est ça. filtré comme ça. Eh ouais, ils ont créé une distorsion dans la musique pour manifester la distorsion qui se passe dans sa psyché. Tu comprends, t'as vu, c'est neuro-ergonomique, le truc. Exactement. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, effectivement, on a le début. T'as Ross Webster et compagnie qui comprennent en fait en lisant des articles sur le comportement de Superman qui a changé que ils n'ont pas totalement foiré leur mission, que en lui donnant cette pierre de factice de synthèse, il a changé, il est devenu irascible, il est devenu méchant. Oui, mais surtout il va à la tour de Pise, il la remet droite. Enfin, bon, alors après, ouais. voilà, Superman qui se transforme en version Evil. Bon, faut savoir qu'il fait pas des trucs vraiment ouf, hein. Comme le Cap, à la tour de Pise, il a remis droite. C'est vraiment des trucs gentils, quoi. Il va souffler sur la flamme des Jeux Olympiques au moment où voilà. Il déconne en fait. C'est ça. Ouais, voilà. C'est un déconneur, quoi. Ça va pas chercher loin non plus, mais tu sens quand même qu'il y a un espèce de je m'en foutisme qui arrive petit à petit, et surtout son look qui commence à changer. Voilà, ça devient un petit con, voilà, et il commence à être. Attends, est-ce que j'ai touché de la kryptonite? La barbe pousse, le costume devient sombre, la cape rouge flamboyante devient bordeaux, le bleu électrique devient délavé, et moi j'adore quand il commence à basculer dans ce Superman clochard un peu. J'adore. Ah oui, c'est Superman clodo. Surtout, on le voit dans un bar, donc en train de péter des bouteilles, tu vois. Et là, c'est fou parce que Lana. Donc, c'est déplacé. Ils sont à Metropolis avec Ricky. Et là, on a une scène qui nous, en tant que petits garçons, c'était poignant. On avait le petit Ricky, hein, qui, justement, commence à interpeller Superman dans la rue en disant « Mais tu vas te reprendre… Superman, c'est une déprime passagère. Tu redeviendras un héros. » Il ne t'entend pas, Ricky. S'il m'entend, parce qu'il a l'oreille très fluide, très fine. Superman, tu redeviendras un héros. C'est une déprime passagère. Cet homme est un génie. Guérisse pour moi et pour tout le monde. Et en fait, le petit commence et continue à parler. Superman, lui, il a pris son envol, mais avec sa super ouïe, il continue à l'entendre et ça lui prend la tête. En fait, il commence à. Et là, il commence à vriller. Mais comme tu disais, Ross Webster a des idées maintenant qu'il voit que Superman a tourné du mauvais côté. Et ce qu'il fait, c'est qu'il lui envoie le relay et il place le relay sur la flamme de la Statue de la Liberté. Non, là, juste là, il y a du danger. On sent qu'il y a la police, il y a les pompiers qui sont en train de pointer vers le haut de la Statue de la Liberté. Là, t'as Superman qui arrive et il tombe sur cette espèce de bombe prête à se suicider, mais tu sens qu'elle est un peu elle est là en mode je t'attendais. En gros, il lui dit que lui, ça l'intéresse plus de sauver des gens, il s'en bat les couilles. Ouais. Elle s'en bat les couilles aussi. Elle commence à la dragouiller. Elle commence à caresser son S comme ça. Donc, en gros, elle lui fait comprendre qu'il peut la ken quand il veut. C'est ça, Cap. Mais avant, il faut qu'il lui rende un petit service, une petite faveur. Et laquelle Et là, on a un délire avec Cap. C'est délire de gamin. Faut savoir que Superman, dans les épisodes 1, 2 et 3, il est doublé par Pierre Arditi. Ouais. Et juste, si vous avez le film, vous reverrez cette séquence. Juste à ce moment-là, quand il lui dit « Et laquelle ?» pour la faveur, Pierre Arditi était soit malade, soit absent, soit ils ont oublié de lui faire cette phrase et qu'ils ont pris un autre gars qui a pas du tout la même voix. Ils l'ont pris au hasard, ils l'ont chopé dans la rue, ils l'ont mis devant un micro pour dire est-ce que tu peux dire et laquelle? Parce que la voix n'est tellement pas la même. Là, t'en dirais vraiment un charclos, quoi. Et laquelle? On dirait qu'ils ont pris un charclos en bas là, dans des studios de Paris, là, à Cognac G, là. Ils ont pris.
Et laquelle? Elle m'a dit, vous me payez comment? Et attendez, Gabriel. Moi, je veux bien rigoler, hein. Et Katie, t'es bien roulé, mais t'es pas comme le relail, hein, je te le dis. Hein. Toi, t'es roulé comme un croissant à la béchamel. Hein. Voilà. Et avec Cap, on a bloqué sur cette voix qui change à ce moment-là. Et laquelle? Donc en gros, elle lui demande de s'occuper d'un pétrolier qui n'est pas censé aller là où il doit aller, et elle lui demande tout simplement de déverser tout le pétrole dans la mer, quoi, de faire. Bah ouais, de foutre le bordel et tout ça. Et c'est vrai que là, on est au plus haut du Dark Superman. Hein. Ah oui. Vraiment. Là, l'écologie, tout ça, il s'en fout. Il s'exécute. Il a envie de baiser, donc il sait que pour baiser Lorelai, il doit faire percer un trou dans cette coque de bateau pour laisser déverser le pétrole. Ah ouais. Et suite à ça, il a pu aller niquer. Ouais. Elle l'attendait. Tout de blanc vêtu dans sa robe de chambre. Et elle s'est fait, besogner. Elle lui propose du champagne. Il en a rien à foutre du champagne. Lui, il est là pour la ken. Il a pécho comme ça et il fait le Milf Hunter. Là, direct. Là, salut, je suis le plombier. Là, ellipse. Dommage, j'aurais bien voulu voir comment ça se passe. Ah, comment ça? Marteau piqueur, quoi. Je veux dire. Donc le truc, on en est là. Donc on fait les livres donc à la scène du jeune Ricky, donc qui donc à ce moment-là le perturbe au plus haut point. Pendant ce temps-là, on va dire que pendant ce temps-là, Auguste fait construire un ordinateur géant au Grand Canyon. Grand Canyon, toujours le Grand Canyon. Un espèce de super ordinateur qui pourra répondre à toutes les demandes de Ross Webster, en fait. Voilà. Mon bébé. Et donc, voilà. Donc, ton papa! Donc là, on a aussi une scène plus que culte. Parce que Superman 3, il est souvent décrié, mais le nombre de scènes cultes, le nombre de plans, de trucs, de malades qu'il y a dans ce film, c'est pour ça que je trouve bizarre que les gens le rechignent un peu, mais là, justement, on rentre dans une espèce de combat intérieur qui se termine en combat extérieur. C'est mortel. Où on a cette lumière qui sort et tout d'un coup, on voit Clark sortir de son propre corps. On a ce Superman qui atterrit dans une casse auto, qui a mal au crâne, qui en peut plus. Tu sens qu'il se passe des choses en lui. Et là, tu as la double identité qui se split, en fait. Tu as Clark Kent qui sort du corps de Superman et tu as face à face Clark Kent et Evil Superman méchant. Ouais. Et moi, quand j'étais gamin, déjà, il faut savoir que c'est un ressort scénaristique assez fréquent dans les séries. Il y avait toujours le jumeau diabolique ou le double diabolique. Oui, c'est ça. Diabolique. C'est un truc qu'on a vachement connu, ça. Mais là, de voir Clark versus Superman, sachant que les deux ont la même force, moi j'étais en kiff total. Déjà, on atteint aussi un nouveau dans les effets spéciaux à cette époque-là, où on a cette double détente ou ce double impact, hein, que ce soit Van Damme ou Schwarzenegger. Mais en tout cas, là, on est dans ce combat justement, et c'est le combat intérieur que nos amis musulmans appellent le jihad. Que les chrétiens appellent justement le combat contre le démon, que c'est très biblique là ce qui est en train de se passer. C'est vraiment ce combat intérieur où là on est vers le bien contre le mal. On a le Kryptonien contre le petit garçon du Kansas, quoi, qui sont en train de il y a un antagonisme à ce niveau-là. Complètement. Et c'est vrai que le combat en plus il est hardcore. Moi quand j'étais petit, Oui, il y a c'est violent, hein. Quand il lui écrase, il écrase dans le truc de la casse, il lui éclate la gueule. Il y a des trucs qui sont rigolos quand il lui jette les pneus autour et tout, et l'autre il éclate les pneus. Moi, je voyais pas comment Clark allait battre Superman, tu vois, parce que on a affaire à un Superman très très vénère qui ne supporte plus l'image de Clark, qui le renvoie à lui-même. Il supporte plus ce côté boy scout, justement. Il en a ras le cul. Il lui dit comme ça, il dit ça fait un bon moment que tu m'énerves. Donc il se parle à lui-même quelque part. Et tu as ce combat d'une extrême violence où Superman ne mâche pas, enfin il lâche ses coups quoi sur Clark. Il lui fait tomber des trucs qui pèsent des tonnes, où le mec il s'enfonce dans la terre, il arrive à sortir, il se prend un coupé dans les dents, le mec le met dans des trucs pour le compresser. Bon, t'as Clark qui arrive à sortir.
jusqu'au moment où il le met KO et il le dépose sur une déchiqueteuse, quoi. Sur une machine où il va se faire clairement se faire démembrer. Ça va être un puzzle de Clark en 2000 pièces. Et oui, et ça, c'est voilà. Et là, tout d'un coup, il y a moi, j'ai toujours tu as la scène où il dépose Clark, il récupère ses lunettes. Ouais. Et là, il vraiment, il brise, il brise le symbole. Il brise le symbole de voilà, t'es faible, t'as besoin de lunettes, tu vois. Il brise Clark. Les lunettes, c'est Clark. C'est exactement ça. Et donc là, tout d'un coup, on voit la machine qui. On voit des trucs. On entend des cris au début, on entend des bruits. Ah oui, les cris sont horribles. Ah ouais, quand j'étais gamin, les cris, moi, ils m'avaient traumatisé. Tu vois, tu sentais. Ouais. Et alors, scène ultra glauque quand même. Tu as Superman qui se place à la sortie de la machine, à la sortie du tapis, pour voir les débris. Ouais. Pour voir Clark, quoi, complètement décomposé. C'est-à-dire qu'il veut voir le résultat. Il veut voir la charpie. Il veut voir le pâté qu'il a créé. Il veut que ça saigne. Il veut que ça saigne, il veut la viande hachée à la fin. Ouais, c'est ce qu'il veut. Et là, justement, on entend du bruit. Et là, on voit Clark sortir de la machine, mais vraiment en mode. Il défonce la porte. Là, il attrape Superman, il attrape, il le prend par le cou. Et puis là, tout d'un coup, il l'étrangle. Ouais. Et on a cette scène où tu vois Superman en train de suffoquer, en train de mourir, quoi, quelque part, tu vois, et qui disparaît, qui disparaît. Dans les mains de Clark. Et là, on a. Le rip shirt aussi, très iconique. Hein, c'est fou comme Superman est super bien iconisé dans ces films-là. C'est-à-dire que... Et des fois, tu te demandes, mais est-ce que ça a été iconisé par rapport aux comics ou est-ce que c'est le comics qui a intégré l'iconisation du film à l'intérieur ? Et c'est vrai que quand tu lis Man of Steel de John Byrne de 86, tu retrouves énormément de trucs de Christopher Reeve, alors que Christopher Reeve a lui-même été inspiré par le Superman donc de Kurt Swan et Otto Binder, qui pour le coup a amené énormément de choses aussi. Donc je pense qu'il y a un échange. Et la boucle est bouclée en fait. Il y a un échange entre le comics et le film. Et c'est ce que ne font plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les films vampirisent complètement les comics, quitte à ne même plus iconiser Batman. On s'en bat les couilles, tu sais, de le voir sur une gargouille ou tu vois. C'est que voilà, le cinéma a pris le pas, l'ogre du cinéma a pris le pas. Mais c'est vrai que là, il y avait un échange, mais il y avait une iconisation du personnage dans la gestuelle de vol et tout. Christopher Reeve a créé des trucs. Tu vois ce que je veux dire ? Il a créé un style. Il a créé son style. Il a créé des trucs. Donc là, c'est impressionnant. Donc voilà, donc après on a cette scène où donc Superman part justement parce que il faut qu'il aille arrêter la construction de l'ordinateur. Ouais. Est-ce que avant ça, c'est pas là qu'il répare toutes les petites bêtises qu'il a faites pendant qu'il était. J'avais un doute. Est-ce qu'il le fait après ou est-ce qu'il le fait avant ? Je crois qu'il le fait avant. Il règle. Oui, il règle. En tout cas, il remet le pétrole qui avait. La marée noire. Tout de suite. La marée noire, il la remet dans le bateau à coups de super souffle et rayons laser pour bien souder la coque. Et je crois qu'après la tour de piste, c'est en gag de fin. À la fin, c'est une scène avant le générique. Il retourne donc à l'endroit où il a baisé Lorelai Ambroisi. Il y a la télé là c'est là qu'on est dans la cabane. Il y a la télé avec Vera qui lui dit on vous attend, venez nous rejoindre. Elle lui donne un petit peu l'adresse et lui dit on est au Grand Canyon, on vous attend. Et là on voit le canyon. Alors, déjà ils y vont en ballon. Des espèces de ballons à remplisseurs. Sauf Auguste qui a le mal de l'air, lui il préfère prendre un Richard Pryor, quoi, dans toute sa splendeur. C'est génial. Moi, je descends pas. Moi, j'ai peur de voler. Je n'aime pas voler. C'est pas naturel de voler. C'est pas naturel de voler. Donc, vous êtes sûr, Auguste, on irait plus vite? Non. Là, il y va avec un âne. Allez, avance. Là, tu vois, c'est con hein, qu'ils aient tourné ce film en comédie, mais en même temps, Richard Pryor est tellement. Non, il est bon. Voilà. Et donc, on découvre que méga super ordinateur qui a fini d'être assemblé. Ouais. Et c'est comment on pourrait le décrire ? Ça fait vraiment. Ah oui, je sais pas, on dirait l'intérieur d'un vaisseau spatial, quoi. C'est un truc gigantesque, représenté avec une espèce de tête et
des mains, en fait, presque des mains. C'est presque vivant, mais ça devient une intelligence artificielle, en fait. Hein, c'est la première. les prémices de l'intelligence artificielle. Donc là, il y a une scène quand même qui est assez cocasse. Donc, ils savent allumer le truc. Et donc, ils sentent que Superman arrive. Et là, il y a dans le jeu vidéo que vous voyez derrière, justement, là, après cette phase-là dans le jeu vidéo, il y a un moment où on a Superman qui tire des rayons laser pour détruire des missiles et tout ça dans ce jeu vidéo. Et ça, ils l'ont mis à l'écran, en moins bien fait. Et ils l'ont mis à l'écran et il y a Webster qui joue au jeu vidéo et qui essaye de dézinguer Superman avec des missiles pour Superman qui arrive à ce moment-là. J'ai perdu mes coups. C'est ouf parce que dans le film, en fait, le mec n'est pas censé jouer un jeu vidéo. C'est censé représenter la vérité, enfin, ce qu'il voit. Donc, sauf que tu vois le nombre de points, quoi, à chaque fois, 200 points, 300 points. 300 points, c'est ça. Et moi, c'est très drôle. Je kiffais, j'ai dit putain, je veux jouer à ce jeu, pourquoi je l'ai pas, je le voulais, quoi, ce jeu. Et il faut savoir que ce jeu, je l'ai jamais vu en arcade en France. Je l'ai vu dans une série télévisée où les petits jouaient à ça. J'ai dit, putain, je le veux. Et je l'avais chopé en émulateur au début, quand il y avait les premiers émulateurs sur les ordinateurs, pour le jouer sur l'ordinateur. Et je peux te dire que c'est le premier que j'ai mis dans l'arcade. Hein, parce que bien sûr. Il me le fallait. Mais c'est vrai que, voilà, on a cette scène. Donc, nous, quand on est gamin, on kiffe. Tu vois, et tu vois comment le film est construit. Il est construit vraiment pour nous faire kiffer, quoi. À ce moment-là, on est dans ce truc-là. Donc, et là, c'est impressionnant parce que ce qui va se passer, c'est que la machine va prendre le dessus. Conduit par Vera aussi, qui est insupportable. Enfin, franchement, moi, c'est le personnage. Elle est insupportable. Elle a vraiment une gueule, mais j'ai du mal avec elle depuis que je suis gamin. Mais même quand je la vois aujourd'hui, hein, pour moi, elle est insupportable. Et donc, on arrive à ce moment-là. Donc, la machine prend le dessus. Superman arrive et douce, bien sûr, coucou, chouchou. Et l'autre, il dit, je ne suis plus l'homme que vous avez connu. Vous avez baisé, cet homme est mort. Voilà. Et effectivement, la machine reconnaît le danger et elle s'attaque à Superman. Donc là, bon, là, on voit que Superman est un peu vulnérable à ce que la machine lui fait. Dans un premier temps, elle lui envoie un rayon, après elle le met dans une bulle où il peut pas respirer, alors qu'il peut respirer sans air, Superman, normalement, tu vois. Surtout le Superman de cette époque, le Superman cheaté de Kurt Swan, c'est pas un problème d'être dans une bulle, quoi, tu vois. Ouais. Bah, il se prend quand même des rayons de kryptonite, où en fait c'est de la kryptonite pure, où ils ont réussi à analyser le dernier élément qui était inconnu. L'ordinateur a réussi à l'analyser. Donc là, tu vois un Superman vraiment en souffrance, quoi. En souffrance. Et tu vois, en fait, les caractères qui commencent à se révéler, où tu as Auguste et Lorelai qui sont pas très chauds pour faire du mal à Superman, elle parce qu'elle l'a baisé, et lui parce que c'est pas un mec méchant foncièrement. Ouais. Et t'as Ross et Vera qui sont à fond, vas-y, augmente la puissance. Et à ce moment-là, tu as Auguste qui essaie de sauver Superman, qui trouve une hache, qui frappe cette espèce de... Arrête! Je te dis d'arrêter! Écoute, papa! Arrête! Ah ouais, non, mais elle est énorme cette scène parce qu'on voit le bon fond de Auguste aussi, tu vois. Exactement. Hey, Super mec! Super mec. Et donc à ce moment-là, Super mec en profite de cette petite pause pour se sauver. On croit qu'il se sauve et qu'il les laisse à leur sort. Là, ça commence à puer, même pour eux, parce que l'ordinateur, comme tu l'as dit, commence à manifester une intelligence artificielle. Mon bébé veut vivre. Ils essaient de l'éteindre. Il va choper l'électricité dans tout le pays pour s'auto-alimenter. Donc, même eux n'ont plus le contrôle sur l'ordinateur qui est totalement autonome et qui devient un danger pour eux-mêmes, en fait. Ouais, tout à fait. Et Superman, et c'est là qu'on voit pour la première fois dans un film Superman le côté scientifique de Superman, où justement il va se rappeler de la petite usine à Smallville qui avait cet acide qui était hyper corrosif, voilà, et donc il va chercher ce truc-là, et donc dans un combat effréné contre une Vera qui s'est fait ça m'avait fait flipper, ça. Ça m'avait fait flipper. La machine chope Vera. La machine aspire Vera, elle la colle contre une paroi et des pièces électroniques sont plaquées sur son visage et elle devient androïde, elle devient un robot. Et il y a une des scènes les plus flippantes de toute ma vie.
C'est quand C'est ses yeux deviennent blancs, là. ce gros plan sur les yeux de Vera, qui a changé de couleur, qui est devenu maintenant couleur argentée, Ouais. qui ouvre les yeux, et les yeux sont blancs, et il y a un espèce de son métallique sur cette ouverture de yeux. Je te jure que jusqu'à il y a pas très longtemps, bon, quand je dis pas très longtemps, vers 10, 11, 12, 13 ans, tu vois. Ouais. Mais cette scène, quand je la regardais avec ma sœur, on se masquait les yeux, on se mettait derrière un canapé parce que c'est Ouais. scène me faisait vraiment flipper. Elle fait flipper, hein, cette scène. On est là sur une présentation du transhumanisme total, où on a une Vera complètement absorbée par la machine. Donc, il y a... bon, par contre, après, derrière, c'est mal chorégraphié. La perruque. Voilà, je suis un robot. Tu sens bien que, bon, on lui a pas expliqué comment faire les trucs. C'est pas mort, mais bon, ça reste rigolo. Superman arrive à ouvrir l'acide qui va donc absorber la machine et tout détruire. Acide qui ressemble à s'y méprendre à du gazpacho quand même. Ouais. Quand il devient rouge. Quand il chauffe, il ressemble à se méprendre au sang dans les dents de la mer. Ouais, non mais c'est clairement de la sauce tomate en fait qui ronge l'ordinateur de l'intérieur. Donc l'ordinateur commence petit à petit à s'autodétruire dans cette espèce de grotte de caverne. Ouais. Tout le monde est enseveli sous les pierres, sous les rochers. Ouais. Destruction de l'ordinateur totale. Et puis fin du film là, une main commence. Superman, ouais, voilà, Superman arrive à sortir des décombres, tout ça, voilà. Et Auguste, oh merci Supermec. Merci Supermec. Et là, voilà, là on retrouve le Auguste. Enfin, il a jamais été vraiment méchant. Les choses l'ont dépassé et tout ça. Donc là, on voit une scène, la scène de la fin qui est hyper touchante, où donc tu as Superman et Auguste qui volent, et puis tu as Auguste qui veut même pas regarder en bas. Oh là 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 là, il est pas bien. Il a le vertige, et à un moment donné, t'as Superman qui lui dit attention tes jambes, parce qu'il y a des arbres. Il est obligé de piller les arbres pour se prendre les jambes. Je trouve ça énorme, c'est génial. Ouais. Et donc il retourne à l'usine, ou il retourne dans une usine justement. Là, c'est de charbon. Et Superman il dit attends, je reviens. Il va chercher un bout de charbon et il le synthétise en diamant. Il éclate le charbon, il le synthétise en diamant. Donc ça, c'est un des pouvoirs de Superman. On sait tous que le cristal du charbon est le diamant. Enfin, si vous le savez pas maintenant, vous le savez. Et donc et là, il laisse donc Auguste avec deux miniers, quoi. Et il a dit ah, tu connais Superman? Ah, mais vous m'avez pas vu avec Superman? On vole tout le temps ensemble et tout. Et puis il ouvre sa veste, tu vois, puis il est là, il a rien du tout. Superman revient, il dit allez, vas-y Auguste, on y va. Et Auguste il dit non, je vais prendre le bus. Je vais marcher. C'est ça, je vais marcher. Il y a du vent, je vais marcher. Alors, moi, c'est une scène qui m'avait un peu pas choqué, mais elle m'avait interloqué quand j'étais gamin. Ouais. Parce que je me disais, nous, en tant que spectateurs, on est les seuls à savoir que Clark est Superman, et on est les seuls à savoir que pour passer Superman, il déchire sa chemise. J'en ai parlé. Et quand il fait ça, Auguste Gorman, il n'est pas Auguste Gorman. Là, il parle en tant que fan des films de Superman qu'il a vus, et il a voulu reproduire ce geste, ce qui est super drôle, mais qui plombe un peu le film, parce que tu te dis, s'il fait ça, c'est qu'il sait comment ça se passe en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, on pointe une incohérence. Hein, là, tout à fait. On pointe une grosse incohérence. Peut-être le côté improvisation de Richard Pryor aussi. Exactement. C'était de l'impro. Cette scène n'était pas prévue. Et c'était tellement drôle qu'ils se sont dit, on va la garder. Mais du coup, ça, voilà. Oui, bien sûr. On est d'accord là-dessus. Et là, bon, Superman dit, vous avez un ordinateur, hein? Oui, bah, vous serez bien inspiré de le confier à Auguste Gorman. Exactement. Sauf que le mec l'a laissé, on ne sait où, de nulle part. Absolument paumé pour un travail de merde où le seul bus est à 10 ou 12 bornes de là. Donc, tu lui dis, il lui file du taf, machin, mais en même temps, c'est un peu, voilà, quoi, c'est pas. Ouais. Et c'est vrai que, voilà, le film se termine après, donc par, il répare la tour de Pise, et le fameux générique final, donc, où il vole autour de la Terre, et il nous fait un petit sourire. Alors, avant la fin, avant la fin, il va quand même offrir à Lana cette espèce de diamant. Le diamant, oui, c'est vrai. Et c'est là qu'en fait, il fait rentrer Lana au Daily Planet. Absolument. Et on revoit Loïs à ce moment-là, donc du coup, qui dit c'est qui Lana Lang comme Smallville.
Ouais, Oui. la nouvelle secrétaire du patron. Elle lui dit, ah, elle est jolie ta bague. Elle est belle ta bague. Il y a de la jalousie. Elle lui dit, c'est très beau cette bague. Et elle lui montre comme ça. Elle dit, oui, j'en revenais pas quand Clark me l'a offerte. Et là, elle regarde Clark. Elle dit, ah, c'est Clark qui vous l'a. Et tu sens de la putain de jalousie. Ah de ouais, fou. là, elle est dégoûtée. Elle est Vraiment, dégoûtée. c'est pas le truc, mais c'est matériel. On est sur du truc matériel. Là, on est sur de la réaction de gonzesse. Hein. Je veux dire, C'est ça, voilà, les femmes qui aiment les diamants. Elle est là comme ça. Elle fait, ah, c'est Clark qui vous a offert le. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Mais c'est fou comment j'ai les scènes, Désordre. mélangées dans ce truc-là, parce que j'ai les structures du 1 et du 2 dans la tête, si tu veux. Et c'est vrai que le film, des fois, il nous prend à contre-pied. Et j'avais vraiment, il y a des trucs que j'avais pris d'autres films. Et c'est impressionnant. Donc, ça veut dire que par exemple, dans Superman Returns, on en parlera quand on en parlera, mais c'est vrai que les petits clins d'œil de Bryan Singer étaient bien faits. Puisque du coup, j'ai l'impression qu'ils étaient tirés des films de Christopher Reeve. Mais c'est vrai, donc on a cette scène-là juste avant avec Lana, donc qui vient travailler au Daily Planet, et là on revoit Lois Lane, et voilà, ça se finit comme ça. Et ça se finit avec cette célèbre image de Christopher Reeve en Superman qui sourit face caméra et qui et on a eu chaud parce que ça a failli être le dernier Superman. Est-ce qu'ils auraient pas dû terminer là-dessus? C'est ça la grande question. C'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de terminer sur un Superman 3 avant de s'attaquer au Superman 4 qui est, on peut se le dire, un des plus mauvais des 4. Et alors, ouais, on en parlera à la prochaine émission, mais c'est vrai que pour moi, je trouve que le Superman 4, en fait, Quest for Peace, c'est vraiment... Ah, c'est le bébé de Christopher. Ah oui, mais c'est le Superman qui se rattache le plus aux comics. Ouais, mais malheureusement. C'est le plus comics accurate, c'est lui qui est le plus dans le délire. Là, il y a vraiment un antagoniste, parce que là, encore une fois, à l'instar de Superman 1, il n'y a pas vraiment d'antagoniste, il y a juste le génie du mal en face de lui, mais c'est tout, tu vois. Mais il y a cet ordinateur, il n'y a pas vraiment de... Superman 4, on en parlera, mais en termes d'histoire, en termes de ce je suis désolé, mais ça m'a fait le même effet dans Batman contre Superman. Mais voir Superman parler à toutes les nations du monde à l'ONU, c'est un frisson de dingue. On en parlera quand on en parlera. Il y a plein de bonnes idées. Il y a plein de petites bonnes idées. La canon, quoi. Mais le problème, c'est la production, le budget, la réalisation. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il faisait dans le 1, que justement on pouvait te faire croire qu'un homme volait vraiment. Détruit dans le 4. Là, c'est tout le temps la même scène de vol qu'ils ont pris. Alors qu'on est quasiment 10 ans plus tard. Ouais, c'est ça qui est fou. On a l'impression qu'on est 10 ans avant, quoi. Tu vois ? C'est exactement ça. Il y a un break au niveau des effets spéciaux. Il y a un rétro-pédalage, quoi, où c'est mauvais, c'est kitschissime à souhait. Bon, on en reparlera de toute façon de ce 4, mais moi il y a des éléments que j'aime beaucoup. Non, mais c'est sûr, c'est quelque chose de voilà, moi pareil, quoi. Moi, je l'ai aussi vu au cinéma, donc je pense que ça me donne un petit côté, mais on va pas se mentir, on est capable de dire qu'on a kiffé un truc, mais que le film est extrêmement mauvais, mais à tous les niveaux, hein. Bien sûr. À tous les niveaux, mais dans l'essence, c'est ce que je dis souvent, dans l'essence, on en parlera, Superman 4, c'est vraiment celui qui se rapproche le plus des comics, à tous les niveaux, hein. Tous les niveaux. Allez les gens, merci de nous avoir suivis. Merci Miko de m'avoir accompagné dans cette rétrospective. Tu vois, c'est voilà quoi. Et c'est vrai qu'avec Miko, on en a beaucoup parlé de ce film en off, hein, sur WhatsApp. On se tape des délires. Est-ce que tu as Miko, là, ta chaîne, comment ça se passe là? C'est quoi qui arrive là? Qu'est-ce qui se passe quoi? Bah écoute, on arrive doucement mais sûrement vers les 7K, voilà, tranquille. Je continue mes premières séances. Alors à la base, je faisais une première séance tous les dimanches. Mais avec les séries Obi-Wan et Miss Marvel, bah du coup, je me retrouve à 3 vidéos par semaine. Plus les unboxings, ça fait du 4 vidéos par semaine. Les vacances, voilà. Mais j'ai remarqué qu'au niveau le montage, c'est comme un sport. Plus tu en fais et plus tu vas vite.
Ouais, sauf que moi, c'est quelque chose que j'adore. Le montage, c'est la partie que j'aime le plus. Sauf que se monter soi-même sur du plan fixe et c'est insupportable en fait. Je mets 6 à 7 heures de montage pour chaque vidéo et à la fin, je ne peux plus voir ma gueule. Donc, faites un effort, allez voir les vidéos, au moins, ça sera une compensation. Carrément. Madame Morpheus nous fait une petite entrée discrète. Salut Madame Morpheus, bonjour à elle, bonjour à elle. Par contre, si tu fermes la clim, là, je vais mourir. ça lâche peur. Voilà, et puis j'ai tourné une petite vidéo avec ma nièce que je vais, qui sera probablement en ligne au moment où notre vidéo de Superman sortira. Mais j'ai fait un gros kiff avec ma nièce. J'ai fait une vidéo où je lui ai fait goûter tous les bons becs de mon époque à moi, de ma période à moi. Ah ouais, ça c'est une très bonne idée, très bonne. Elle a kiffé, et c'est là que j'ai vu que les enfants de maintenant c'est des mutants. C'est ta nièce du début qui commence, c'est ça. Mais c'est ma nièce, à la fin elle me squeezait, elle me dit vas-y c'est bon je termine. Elle a 7 ans. Hein. Ouais. Allez les fans, on met un pouce, on s'abonne, machin. Elle a tout le dialogue quoi. Enfin, ils ont grandi avec ça. Moi, je vois ma petite aussi quand elle s'entraîne parce que là, elle veut pas. Elle a compris très vite que, par exemple, elle faisait un truc comme ça et qu'à l'école, ils allaient voir ça, ils allaient se moquer d'elle un petit peu, tu vois. Donc, elle dit, je m'entraîne jusqu'à ce que ce soit parfait, qu'ils ne puissent pas se moquer de moi. Mais le truc, c'est que ouais, ils ont grandi avec ces outils-là. Même, je vois même la petite de 2 ans, tu vois, elle a sa tablette, elle va sur Netflix elle-même, elle met ses dessins, elle a 2 ans et demi. Et j'ai dit, merde! Et bon, ça devait faire le même effet à nos parents quand nous, on jouait avec nos jeux électroniques et nos ordinateurs. Moi, mec, à l'âge de 5 ans, je savais utiliser le magnétoscope de mon père. Ouais, bah oui. J'enregistrais mes propres... À 5 ans, j'enregistrais Récréa 2. J'enregistrais mes propres programmes. Le seul truc que j'avais pas compris, c'était le concept de j'enregistre, mais en fait, j'efface la cassette de mon père. Ah ouais. Il s'enregistre un Blade Runner et en plein milieu du film. Bonjour les amis, Récréa. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je suis niqué tout. Serge. Ouais, non, mais c'est ça. il y avait ça. Ouais, non, mais moi, c'était ça. Hein. Moi, j'enregistrais les trucs et mon père, il pétait un câble. Je vous rappelle, à l'époque, je voulais surtout pas rater Olive et Tom. C'était vraiment c'était le truc. Et après, il y avait les trucs aussi. Tu sais, tu programmais que ton père te regarde pas. Hein, et puis, tu avais, c'est la pub. Samedi soir sur M6. C'est Sexy Clip. Voilà, Sexy Folie, tu te rappelles Sexy Folie? Ah, mais bien sûr. Le magicien revient. Le voyeur sur les trucs qui filmait la voisine avec le caméscope. Ah ouais, ben oui, on a tous connu ça. On a tous connu, le Narciso Show. Il y avait Coco Boy aussi, tu te rappelles? Avec la Playmet. La Playmet. Ah ouais, mais ils ont pas connu les mêmes. Maintenant, ils ont RedTube, ils ont YouPorn, les gamins, ils s'en battent les couilles de ça. Nous, il fallait qu'on gruge, hein. On s'éloigne de Superman là. Superman. Voilà, la fameuse photo. Donc voilà. Allez les gens, j'ai plus qu'à monter cette vidéo, à vous agrémenter d'images et tout ça. Je vais passer 5 ou 6 heures aussi. Hein. Donc la vidéo, elle arrive quand elle arrive. Nous sommes aujourd'hui le 18 juin, date anniversaire quasiment, parce que le 17 juin, ça devait être l'avant-première. N'est-ce pas, la date de sortie. Donc voilà, hein, ça fait 1 an que Superman. 1 an, qu'est-ce que je raconte des conneries. On est à l'anniversaire de la sortie du film, hein, qui est sorti le 17 juin 1983. Hein, on est quasiment là, on y est presque. On est l'année prochaine, ça fera 40 ans hein, quand même. Donc calme-toi, hein, Jeannot, calme-toi. Presque 4 ans près, c'est mon âge. Donc voilà, en tout cas. Passez une bonne journée, merci Miko, merci à tous et on se retrouve dans Lux très très bientôt. Hein. Et n'oubliez pas. Il est où le lapin? Il y a un super 9, hein?